Bonjour, je suis Patrick Blanc, je suis botaniste, chercheur au CNRS pendant plus de 30 ans et spécialisé surtout dans les adaptations des plantes aux milieux difficiles, en particulier les sous-bois des forêts tropicales. En sous-bois, il y a 1% seulement de la lumière qui arrive dans la canopée, donc ce sont des plantes qui développent des stratégies pour faire face à cette faible énergie. Donc, mon travail, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette biologie des basses énergies. À notre époque, on sait bien que c'est quand même très intéressant d'essayer de comprendre ce que veut dire vivre avec faible niveau d'énergie. Donc l'idée, j'ai appelé cette exposition « Trop belle pour disparaître », puisque l'idée, donc, c'est de montrer ces plantes qui sont évidemment très belles. J'ai choisi parmi tous les milliers de photos que j'ai faites à travers le monde. J'ai choisi donc certaines espèces suivant les différents continents. Donc là, par exemple, on est en Amérique et on voit des choses étranges. Là, c'est une plante de la famille du cacaoyer, mais qui est tout à fait différente. Là, un petit arbuste avec des petits fruits bleus mangés par les oiseaux du sous-bois et qui dispersent donc les graines. Là, on voit le long du tronc, on voit donc des choses là d'une beauté incroyable. Là, on est face à des espèces de diamants qui entourent cette fougère. Là, une autre qui collecte toutes les cochonneries qui tombent de la canopée, qui transforment en humus et les petites racines rentrent dedans. Alors, ça, ces deux photos, c'était le mois dernier, c'était il y a 2 mois, en avril, aux Moluques, donc ces îles entre Nouvelle-Guinée et les Philippines et Sulawesi. C'est un champignon bleu, c'est quand même assez hallucinant. Quand on est tombé là-dessus, je ne comprenais pas. Medinilla, bon, ça, Rafflesia, la plus grosse fleur du monde, qui est une plante parasite. Enfin, voilà, donc dans cette salle, on voit des merveilles, ce fruit qui s'ouvre et qui libère les graines. Là, une plante aquatique qui n'est connue que d'un petit ruisseau à Singapour. Jusqu'à Singapour, il n'y a pas que la ville et les buildings, il y a aussi des bouts de forêt qui restent. Et cette cryptocorine timaensis c'est connu que de Bukit Timah. Enfin, donc, voilà, des choses étonnantes. Une plante qui vit quasi éternellement et qui perd son bout de feuille en saison sèche et qui continue à pousser par la base. Enfin, voilà, j'ai essayé de montrer un peu toutes ces choses grâce au fait que, voilà, on pénètre dans la salle qui présente un peu le travail. Là, on voit un peu la chance que j'ai de pouvoir voyager un peu partout dans le monde. Et là, on voit un petit peu la carte de distribution, aussi bien donc Amérique qu'Afrique, qu'Asie et îles du Pacifique. Parce que, travaillant sur cette biologie des basses énergies, des plantes qui poussent avec très peu de lumière, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui vient d'une zone propre par évolution, par dérive, et ce qui est vraiment l'impact du milieu, c'est-à-dire les adaptations écologiques pour survivre dans ces milieux à faible énergie. Donc l'idée, c'était évidemment de parcourir de nombreux pays pour voir quelles sont les règles de vie dans ces milieux-là. Et là, donc, on voit un petit peu quelques étapes. Là, c'est mon premier voyage à 19 ans, quand je suis allé en Malaisie et en Thaïlande. Là, le professeur Schnell, qui avait supervisé ma thèse. Là, quelques souvenirs. Et puis ici, voilà, oui. Dans cette salle, voilà, c'est la découverte de ce bégonia, qui est très spécial, qui a des feuilles triangulaires. Certains sont noirs, et là, par chance, on le voit vivant, ici. Et ce bégonia, qui a donc ces feuilles si particulières, triangulaires, des tas de formes de couleurs différentes, en fait, est une espèce qui n'était pas connue du tout et que j'ai trouvée quand on était aux Philippines, sur l'île de Palawan. Et comme le spécialiste, Mark Hughes, le spécialiste des bégonias des Philippines, qui est au Jardin botanique d'Édimbourg, il m'a dit « Ouh là là !» Quand j'ai envoyé les photos, c'est évidemment une espèce nouvelle. Il a proposé de la nommer en mon honneur. Donc voilà, ce bégonia s'appelle donc Bégonia blanquii en mon honneur. Et puis là, on voit un peu. N'oublions pas qu'ici, à Serre de la Madone, on est quand même dans un jardin créé justement pour acclimater des plantes et trouver des nouvelles espèces. Et donc, ici, on voit là une collection d'une famille, les convolvulacées, c'est la famille des volubilis et des liserons. Et c'est vrai que depuis tout gosse, j'étais fasciné par ces plantes quand je venais avec mes parents sur la Côte d'Azur. Et donc, c'est important, c'est tellement facile. Vous ramassez des toutes petites graines sèches et vous les donnez à un jardin. Donc maintenant, il y a une collection près de Paris, dans les serres de l'espace des Hauts-de-Seine. Donc il y a plus de 400
convolvulacées différentes dans cet endroit. Et puis, enfin ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même aussi un autre aspect de mon activité, c'est la création des murs végétaux, parce que, à nouveau, préoccupation écologique. Quand j'étais gosse chez mes parents, j'adorais les aquariums et j'avais lu quand j'avais 12-13 ans dans une revue allemande que pour purifier l'eau, il fallait avoir des philodendrons qui poussent au-dessus et les racines qui plongent dans l'eau pour choper tous les excès de sels minéraux. Donc j'avais pris une bouture de philodendron de ma mère, j'ai vu que ça marchait très bien. Les racines poussaient dans l'eau et donc j'ai voulu mettre de plus en plus au-dessus de l'aquarium des philodendrons. Et voilà comment, petit à petit, est venue cette idée du mur végétal. Donc c'est vrai, le premier article sur mon travail c'était en 78, donc j'étais jeune étudiant et donc j'en ai installé un peu partout dans le monde, là celui-là, donc avec Jean Nouvel, là, le musée du Quai Branly. Mais donc bien évidemment, quand on voit les plantes, l'essentiel c'est de savoir où on installe les espèces en fonction de leurs besoins, si elles ont beaucoup de lumière ou très peu de lumière, comment vont évoluer les feuillages, etc. Donc en fait, créer un mur végétal, c'est vraiment une conception globale sur le long terme. Là, on voit une des choses les plus hautes. Là, cette tour fait quand même 135 mètres de hauteur. Et là, c'était inauguré juste il y a quelques mois à l'aéroport de Singapour. Vous voyez des structures très étonnantes, un peu comme les sculptures karstiques de la baie d'Along au Vietnam. Et là, on voit que j'ai fait les dessins, non pas sur un papier, mais je suis à la maison en train de travailler sur les formes de toutes ces structures. Et ça vient d'être inauguré il y a quelques mois, en novembre dernier. Voilà, c'est le terminal 4 de l'aéroport, le terminal 2 de l'aéroport de Singapour. Voilà, un chandelier qui fait quand même, à Bangkok, 103 mètres de longueur, quand même, sur 38 mètres de haut. Voilà, donc, enfin, juste pour montrer que quand on commence à connaître un peu la biologie des plantes, ce qu'elles demandent, comment elles vont évoluer. Finalement, on peut les installer, que ce soit dans des jardins horizontaux, que ce soit verticalement. L'essentiel, c'est de les connaître et de savoir comment elles vont se développer dans le temps pour se retrouver en forme toujours l'une à côté de l'autre. Et c'est ça un peu le miracle d'un jardin réussi, quel qu'il soit.